On est live. Mathieu, on est Ah live. ouais? Allez. Ben, c'est bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Laisse arriver les gens. J'étais en train justement de faire un petit partage de liens. Bonjour, bienvenue. Bonjour David, bonjour Marian. Bonjour Valentin. Bonjour Thierry. Bonjour Bastien. Bonjour Corinne. Bonjour Lucie. Bonjour Basile. Il y a du monde. On attend que tout le monde s'inscrive pendant 2 minutes. On fait comme ça, Marie, puis après on commence. Oui, parfait. Allez, j'attends que tout le monde rentre. Bonjour à tous. Bienvenue. Le lien poursuit. Hop. Bonjour Pierre, bonjour Sophie. Hop. Bonjour à tous. On a 41 participants pour l'instant sur, tu m'as dit 150 inscrits, c'est ça? 138, mais je pense qu'on peut commencer. De toute façon, c'est enregistré. Ok, hop, super. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Mathieu. Moi, je suis le cofondateur de Primo Conciergerie et vice-président du SPLM. Et je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire qui aura pour but le titre suivant, l'équation rentabilité 2026. En 2026, le problème, ce n'est pas de faire du chiffre, le problème, c'est de garder de la marge. Beaucoup de pros savent combien ils facturent, très peu savent combien ils gardent. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre une conciergerie qui grossit et une conciergerie qui dure. Aujourd'hui, on ne va pas faire de théorie, on va parler terrain, chiffres, décisions, et on va traiter la rentabilité comme une équation de levier. D'un côté, le revenu management, mieux pricer, mieux capter la demande, mieux exploiter les événements. Et de l'autre côté, opération et coûts, mieux organiser, mieux automatiser, mieux délivrer sans exploser la structure. L'idée, c'est ça, comment être le plus rentable sans forcément être plus gros. Donc, revenus et opérationnels ne se battent pas, ils se renforcent. Mieux pricer,
peut réduire la friction opérationnelle, mieux opérer, empêche vos gains revenus de partir en fumée. Je suis avec Marie de Price Labs pour la partie revenu management et François de Rental Ready pour la partie PMS, opération et coûts. L'objectif, c'est que vous repartiez avec des leviers applicables, que vous ayez 10 ou 20 biens. Dans un premier temps, Marie, je vais te laisser te présenter du coup. Honneur à toi. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Marie. Je suis en charge des marchés francophones chez Price Labs. Et Price Labs, concrètement, on est une solution de revenu management et de tarification dynamique. Donc, ça va être la partie sur laquelle je vais vous apporter des informations aujourd'hui. Merci Marie. Et François de Rental Ready. François, Merci, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je suis très content d'être là avec vous tous. Euh, de mon côté, je suis un des cofondateurs de Rental Ready. C'est un logiciel sur lequel je travaille depuis plus de 10 ans maintenant. On est un PMS all-in-one, donc avec l'objectif de couvrir un peu tous les aspects opérationnels. De notre côté également, un des éléments différenciants de notre côté, c'est qu'on est un PMS construit par une conciergerie. Donc initialement, j'étais un cofondateur d'une entreprise qui s'appelait BNB Lord en France, qui gérait à peu près 1 millier de biens à Paris et au Portugal. Et maintenant, Guest Ready. Donc de notre côté, on est très très proche des différents aspects opérationnels. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler dans mon temps à la conciergerie et via notre PMS avec nos clients actuels. Voilà. merci François. Donc, Marie et François qui vont donc vous parler de tout cela aujourd'hui. Alors, avant qu'on démarre, je vous invite à mettre dans le chat votre ville et votre nombre de biens, pour ceux qui le souhaitent, et balancer vos questions au fil de l'eau, car on garde un échange questions-réponses à la fin. Dans un premier temps, je voudrais simplement parler du SPLM. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas adhérents, le SPLM, pardon, c'est le syndicat des professionnels de la location meublée. Il a été créé en 2010. Euh, À l'époque, justement, en fait, l'objectif du syndicat, c'est de rassembler les professionnels du secteur pour défendre justement notre cause. Pourquoi? Tout simplement auprès notamment des services publics, puisque aujourd'hui, les mairies ont de plus en plus de pouvoir en local et au niveau national. Vous savez qu'il y a beaucoup de réglementations. Et l'idée, en fait, c'est de défendre un métier. Lorsque vous avez une problématique, souvent, vous pensez à votre problématique et vous pensez ne pas être soutenu à tort. Car si vous rejoignez le syndicat des professionnels de la location meublée, justement, c'est ce qui permettra d'unir nos forces pour défendre notre métier. La première instance, c'est la première instance représentative de notre métier. Elle a été créée en 2010, au moment où la courte durée tend explosé avec une idée simple, se parler entre pros, se structurer et défendre la profession. Concrètement, le SPLM, c'est un espace d'échange entre membres avec du retour terrain, pas des débats théoriques. Une expertise juridique pour anticiper et répondre aux évolutions de réglementation. Notamment, on fait une veille toutes les semaines. C'est Marie Pistinier, la présidente du SPLM, qui l'a fait très régulièrement. Et surtout, du soutien face aux instances locales. En ce moment, vous savez qu'il y a les municipales qui arrivent et que chacun a des projets et tape en grande partie sur l'immobilier. Et comme vous le savez, notre métier touche à trois secteurs d'activité. Le premier, vous êtes une entreprise. Le deuxième, vous êtes dans l'immobilier. Le troisième, vous êtes dans le tourisme. Donc, on a trois fois plus de personnes contre nous, car nous sommes des acteurs majeurs auprès de ces trois métiers qui réunissent un seul métier, la conciergerie immobilière. Dernier point important, le SPLM se territorialise. En 2024, on a vu naître le premier bureau local du SPLM Sud-Ouest et aujourd'hui, il y en a de plus en plus en local. Lorsque vous êtes des professionnels du métier et que vous êtes réunis auprès de votre département, auprès de votre ville, eh bien, vous avez une force aussi d'échange et de remontée concrète du métier auprès de vos instances publiques et ça évite justement des décisions unilatérales qui n'ont aucun sens. Voilà. Et on se bat au niveau national, notamment sur beaucoup de changements, de restrictions de lois qui nous permettent justement de défendre le métier pour penser juste et penser à la collectivité. On peut prendre l'exemple de Biarritz qui a perdu 50 millions d'euros l'an passé avec les restrictions qui ont été décidées unilatérales. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un débat pour justement contrecarrer cela et rééquilibrer justement notre métier en lien avec l'immobilier et l'attractivité.
Le SPLM, donc, c'est fédérer, promouvoir, accompagner et défendre. Fédérer les professionnels autour d'enjeux, promouvoir les intérêts des professionnels de la location meublée en France, vous accompagner, on est accompagné par les meilleurs avocats, en tout cas des références au niveau national de ce que l'on fait dans tous nos métiers, défendre nos professions et œuvrer ensemble pour une réglementation juste, équilibrée et concentrée. La répartition, elle est comme celle-ci aujourd'hui. On a 143 membres actifs, plus de 240 points de vente représentés, plus de 33 000 lots donc, de logements représentés, 15% de part de marché, un syndicat qui monte en puissance et qui est de plus en plus écouté à tout niveau. Revenons à nos boutons. L'équation rentabilité 2026. Alors, pourquoi parle-t-on de rentabilité maintenant? Quand tu parles, je vais poser la question à Marie, quand tu parles à des gestionnaires, savent-ils vraiment combien ils gagnent ou seulement combien ils facturent? Alors, bah, c'est une très bonne question pour commencer. En effet, il y a beaucoup de gestionnaires qui sont pas vraiment au fait de bah, réellement qu'est-ce que eux, concrètement, ils vont gagner. On va avoir beaucoup de personnes qui vont suivre l'indicateur chiffre d'affaires, mais pas forcément les bonnes métriques qui vont leur parler de la rentabilité réelle. On va avoir aussi un petit peu cette obsession pour avoir un taux d'occupation le plus élevé, remplir toutes les nuitées sans forcément mettre ça en corrélation avec la valeur. Donc potentiellement, c'est au détriment de la valeur. Il y a certaines métriques dont je vais parler principalement aujourd'hui que je vais vous recommander de suivre. L'une des métriques principales, c'est ce qu'on appelle le REVPAR. Le REVPAR, c'est le revenu que vous générez par nuitée disponible. Si on prend un exemple bête et méchant, j'ai fait 1000 euros de chiffre d'affaires sur 30 nuits disponibles. Ben, finalement, j'ai généré, oh, j'aurais dû faire l'inverse. J'ai fait 3000 euros sur 30 nuits. J'ai donc généré 100 euros par nuitée disponible. C'est un indicateur qui se calcule en multipliant votre taux d'occupation par votre prix moyen. Parce que si on analyse que le taux d'occupation sans prendre en compte le prix moyen, ou on analyse que le prix moyen sans prendre en compte le taux d'occupation, réellement, on ne sait pas si on fait bien les choses. Donc en analysant le REVPAR, vous prenez déjà ces deux indicateurs et vous les mettez en relation l'un avec l'autre et vous saurez réellement, bah, d'une année sur l'autre, est-ce que votre rentabilité s'améliore ou pas. Et un dernier petit point, c'est que plus de revenus n'équivaut pas toujours à une meilleure rentabilité. Donc, c'est pour ça que je vais vous encourager et je vais vous expliquer de quelle façon on va pouvoir suivre certaines métriques qui vont vous permettre bah, de générer la meilleure rentabilité possible, tout en continuant évidemment à croître en termes de revenus. Merci Marie. François, quand tu parles à tes gestionnaires, savent-ils vraiment combien ils gagnent ou seulement combien ils facturent? Quel est ton angle, justement? Alors oui, effectivement, moi je pense qu'on parle souvent combien est-ce que j'ai fait de réservations, combien est-ce que j'ai fait de chiffre d'affaires tel mois ou tel mois, mais on se rend pas toujours compte que maximiser le chiffre d'affaires est vraiment très loin d'être équivalent à maximiser sa profitabilité. Je pense récemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec un property manager bon, en Espagne, dans ce cadre, qui gérait à peu près une centaine de biens. Et sur ces centaines de biens, il gagnait à peu près 6 fois plus que son concurrent principal qui en gérait à peu près 500. Et donc on peut voir que avoir un petit portefeuille extrêmement performant, en plus d'avoir une vie qui est quand même un peu plus sympa, on peut aussi parfois réussir à gagner beaucoup plus d'argent. Donc c'est quelque chose d'assez important. Également, c'est pas vraiment le thème du webinar, mais c'est l'équation est aussi sur quel est votre désir personnel. Est-ce que vous cherchez à croître le plus vite possible, quitte à pas gagner d'argent pendant 2, 3 ans, ou est-ce que vous cherchez à avoir une entreprise qui est extrêmement rentable, qui vous rapporte le plus d'argent possible, avec pas forcément une volonté de croissance énorme à long terme. Donc c'est quand même quelque chose à toujours bien garder en tête. L'équation rentabilité, elle est différente pour chacun, et chacun a des objectifs différents, que ce soit personnel ou professionnel. De mon côté, ce que je vois souvent, c'est que le volume cache très souvent une mauvaise marge. Généralement, quand on a beaucoup de croissance, beaucoup de volume, on a tendance à avoir une marge qui est mauvaise sur la moyenne de ces appartements. Et en plus,
on a tendance à avoir un peu moins de contrôle, à moins comprendre sa marge. Si on a également du churn, ce qui est vraiment une chose qui impacte le plus, à mon sens, la rentabilité d'une conciergerie, bah là, on peut facilement se retrouver à avoir beaucoup d'apparts, donc on ne connaît pas vraiment leur marge, beaucoup d'apparts qui sont nouveaux, parfois est-ce qu'ils sont rentables ou pas, on ne le sait pas trop. Et pour moi, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Il faut bien connaître son portefeuille. Après, il y a plusieurs manières de bien connaître un portefeuille. Sur un portefeuille stable d'une cinquantaine de biens, généralement, on connaît très bien ses propriétaires, on arrive à savoir euh, quel bien rapporte combien, sur quel bien on a régulièrement des problèmes, etc. Donc intéressant, on va revenir là-dessus après. Par contre, euh, quand on a des biens qui changent tout le temps, bah, on perd vraiment cette visibilité. De mon côté, Marie a recommencé le RevPAR et je pense que c'est vraiment une excellente métrique à traquer. Moi, je vais aussi vous conseiller de traquer vraiment bien votre marge opérationnelle et en fait, il faut être capable, idéalement, d'être capable de sortir sa marge opérationnelle par bien. Ça vous permettra vraiment d'avoir une vision de votre portefeuille et de voir quels sont les biens qui vous font perdre de l'argent et quels sont les biens qui vous font gagner de l'argent. Et toujours aussi s'assurer bah, de passer le plus de temps possible sur ces biens les plus rentables mécaniquement. Et je vois tout le temps ça avec des property managers et avec les portfolios que j'ai pu gérer. On a tendance à passer le plus de temps possible avec les propriétaires les plus demandeurs ou avec les propriétés qui ont le plus de problèmes et également les moins rentables. Donc un autre sujet sur lequel il faut faire extrêmement attention. Mais voilà, la vraie question, c'est bien comprendre avec de la data son portefeuille et à partir de là, bah, on peut optimiser vraiment cette rentabilité. Et ça commence vraiment dès qu'on a un peu de biens, il faut être capable de le faire. Plus on en a, plus c'est compliqué d'avoir une vraie vision de sa marge. Merci François. Où sont les vraies fuites de rentabilité concrètement? Où l'argent s'évapore-t-il? Marie. Plein d'endroits. Alors, les vraies fuites de rentabilité, ben, on va commencer peut-être par tout ce qui est un pricing figé. Si vous avez des tarifs fixes, vous les rentrez une fois par an et vous les révisez jamais, ben là on a plein de fuites de rentabilité, on a plein de pertes d'opportunités de venir générer plus. Que ce soit parce qu'on est sur des tarifs qui sont trop élevés sur une période de faible demande où on aurait pu, en abaissant légèrement les tarifs, venir générer plus de réservations et donc plus de revenus et pas passer à côté finalement de la location de ces nuitées-là. Ou au contraire sur des périodes de plus forte demande où on sait que de toute façon on va pouvoir remplir, ben, on peut perdre aussi cette opportunité en ne venant pas retoucher nos tarifs. Il y a aussi une partie pricing émotionnel. Qu'est-ce que j'appelle pricing émotionnel? C'est que vous allez avoir l'impression que peut-être tel type d'événement va impacter le marché de telle façon. Ou certains propriétaires vont vous dire, ah non, non, mais ma maison, mon appartement, il est fantastique, je veux un prix minimum à 90. Si sur le reste du marché, la plupart des gestionnaires appliquent un prix minimum à 60 et vous, vous avez déjà un prix minimum qui est hors marché, ben, potentiellement, vous allez passer aussi à côté d'énormément de réservations. Et donc, ben, on a aussi cette fuite de revenus ici. Je parlais tout à l'heure de cette obsession du taux d'occupation. Donc, ça va dépendre du cas de figure, pardon, du type de modèle économique que vous allez. Mais de façon générale, euh, remplir à 100%, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Selon les cas de figure, encore une fois, c'est à chaque fois à venir adapter à la période de l'année sur laquelle on est, au type de bien et au type de d'entreprise qu'on est, si on est soudeur professionnel, si on est une conciergerie ou autre. Dans certains cas, une croissance en prix moyen va nous permettre, même si on a un taux d'occupation qui s'abaisse légèrement d'une année sur l'autre, mais on a une croissance en prix moyen, en rentabilité nette de façon générale, c'est ce qui va être plus intéressant. Un autre point sur lesquels ben, on peut aussi perdre du revenu ou en tout cas arrêter d'en gagner, c'est les événements. C'est difficile et on en est conscient, nous, en tant que solution de tarification dynamique, c'est impossible d'être au courant de tous les événements, de tout ce qui se passe sur toutes les dates, surtout si vous êtes présent sur différents types de biens, sur différents marchés. Donc c'est pour ça qu'il existe des solutions qui vont venir analyser ce qui se passe
sur le marché et quel type d'événement va impacter quelle partie du territoire et de quelle façon. Donc là, on revient aussi un petit peu sur cette notion de pricing émotionnel. On a vu beaucoup le cas, notamment au cours des Jeux olympiques, des événements qui n'étaient pas forcément ici que locaux, un événement qui était quand même international, mais qui a été exploité de la mauvaise façon dans la grande majeure partie des cas. On revient aussi sur cette notion de sous-tarification des pics de demande et au contraire de sur-pricing au niveau des périodes de creux de demande. Donc c'est important de faire un suivi de cette évolution de la demande sur votre marché, de prendre des décisions éclairées et appuyées sur des données marché réelles. Un autre point qui, dans l'esprit des gens, n'est pas forcément partie intégrante de la tarification, mais en réalité, si, c'est vos durées minimum de séjour. Bien les ajuster en fonction des types de demandes qu'on va observer et également la gestion des trous dans vos calendriers. Si vous avez la capacité de remplir les trous jusqu'à une nuit, ben c'est là où vous allez générer en fait du revenu supplémentaire. Et ça va dépendre bien évidemment en termes d'opération, ce qui est possible ou pas à mettre en place chez vous. Mais toutes ces pistes-là, en fait, c'est des points sur lesquels bah, finalement vous arrêtez de gagner de l'argent. Pas forcément en perdre, mais vous arrêtez d'en gagner. Donc c'est des choses sur lesquelles va falloir travailler pour bah, augmenter votre rentabilité. Merci Marie. François, est-ce qu'on peut avoir ton angle où l'argent s'évapore-t-il selon toi? Alors de mon côté, oui, je pense que il y a toute une partie revenu qui est bien sûr clé. Et ensuite, il faut avoir vraiment une bonne vision de ses coûts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'en termes de les conciergeries perdent souvent de l'argent, on peut voir qu'il y a quand même plusieurs choses. La première, c'est la qualité. Il faut savoir quand même que il y a quand même une énorme différence entre une propriété notée 4,7 et une propriété notée 4,5 en termes de revenus. On parle d'à peu près 20%. Il faut bien prendre en compte tout ce que les OTA ont introduit récemment. Donc, par exemple, Airbnb et son guest favorite ou son super hôte. Toutes ces choses, c'est des données que vous devez comprendre et vous devez avoir accès idéalement dans votre PMS, savoir, voilà, est-ce que cette propriété, elle est guest favorite? J'ai combien de pourcentage de mes propriétés sur le Superhaute, sur le Genius, etc. pour avoir vraiment une bonne vision de ben, quoi et à quel niveau sur les différentes plateformes. Ensuite, il faut une organisation qui est pensée pour absorber le volume. Il faut être capable si on accepte les locations de, par exemple, une nuit ou 2 nuits, euh, clairement, nous, on voit que c'est à peu près 5-10% des locations qui se font en une nuit selon les marchés. Si on n'est pas capable de les gérer, c'est sûr qu'on va pas maximiser son chiffre d'affaires. Par contre, d'un autre côté, si on les accepte, mais qu'on a des coûts fixes par réservation élevés, on peut rapidement se retrouver à perdre de l'argent à chaque fois qu'on accepte une réservation une nuit, ou bien par exemple à gagner 1 ou 2 euros. Donc si on prend la vraie marge en termes de gestion, s'il se passe le moins de problèmes, à avoir des marges négatives sur ces réservations. Donc il faut s'assurer de toujours, et c'est un de mes conseils, il faut que vous gagniez de l'argent sur chaque réservation. Il ne faut pas qu'il y ait à un moment donné des réservations où bah, on les accepte, on prend une nuit à 100 euros. En fait, le ménage, on a quand même 10 ou 15 euros de coûts fixes qu'on couvre pas et on se retrouve à perdre cet argent. Donc ça, c'est quand même une grosse fuite de rentabilité. C'est les coûts fixes par réservation qui sont mal répercutés sur le propriétaire. Pour ça, vous avez différents outils. Soit vous incluez l'intégralité de vos coûts fixes dans le ménage. Donc vous incluez vos coûts d'accueil, vos coûts de ménage, vos coûts de literie, vos coûts de cadeaux directement dans les frais ménage, c'est une option. Une autre option, c'est d'utiliser un autre type de frais pour ça. Ou encore, d'autres outils, augmenter les prix sur les gaps. Vous avez une nuit, au lieu de baisser, vous augmentez. Si jamais c'est la seule façon pour vous d'être à l'équilibre, il vaut mieux ça plutôt que de prendre des réservations pas rentables. Et un dernier outil que je trouve souvent assez pertinent, c'est d'avoir toujours un minimum de commission par réservation. Donc imaginons que vous êtes au pourcentage, vous prenez une commission de 15 ou 20% sur les réservations.
Vous pouvez aussi définir que vous allez prendre au minimum toujours 20 ou 30 euros sur chaque réservation et afin de toujours être sûr de couvrir vos coûts fixes. Donc ça, c'est des points qui me paraît assez importants. Être vraiment capable de bien comprendre les coûts humains créés par ces séjours courts et être bien capable de les gérer, sachant que les gérer est quand même une clé pour augmenter son chiffre d'affaires et donc à la fin sa rentabilité. Ensuite, il y a tout ce qui a le trait aux outils. Euh, Benjamin Franklin disait le temps, c'est de l'argent. Et c'est vrai, le temps, c'est de l'argent. Si vous êtes toujours en train de faire des plannings, en train de suivre des tickets de maintenance sur des Excel, en train d'appeler pendant des heures vos voyageurs pour leur répéter des instructions d'accueil ou de départ, etc., bah, vous êtes en train de perdre du temps que vous pourriez dépenser sur la croissance ou sur l'augmentation de la rentabilité de votre parc. Et je pense que c'est très important pour plein de conciergeries d'avoir aussi cette relation avec ses voyageurs. Mais je pense qu'on peut l'automatiser jusqu'à un certain point. On peut également, pour certaines autres, par exemple, si on gère beaucoup de studios dans l'urbain, on peut aller très très loin dans l'automatisation une réservation, on arrive à avoir très très peu de contact avec ses voyageurs. Ça, chaque conciergerie va avoir ses désirs à ce sujet, mais il faut quand même être sûr d'avoir les bons outils. On gagne pas de temps quand on se retrouve à faire plein d'Excel, à gérer plein de choses qui ont aucun contact avec le voyageur, et donc je vous conseille quand même d'utiliser des très bons outils, un très bon PMS. J'espère en faire partie, mais bon, il y en a d'autres aussi. Et enfin, pour en parler rapidement, bon, je l'ai déjà mentionné, le turnover propriétaire et le churn. Donc, comprenez votre churn. Vous devez être capable de dire, voilà, chaque mois, j'ai 0,5%, 1%, 2%, 3% de mes propriétaires en moyenne qui partent. C'est une donnée absolument clé. Si vous avez 20% de churn, vous n'allez pas piloter votre conciergerie comme si vous en avez 40%. Vous devez vraiment avoir ça en tête. Il y a des marchés où le churn, il est intrinsèque. Il y aura toujours beaucoup de churn dans certains marchés urbains. Il n'y en aura jamais beaucoup, normalement, si la qualité est là dans certains marchés moins urbains. Par exemple, dans les îles, le churn est toujours très bas. Mais il faut que vous soyez très conscient de ça et que vous le monitorez bien, bien comprendre pourquoi il augmente et essayer toujours de le baisser. C'est quand même une des vraies clés pour la rentabilité. Et enfin, le dernier, bah, vous êtes tous comme toutes les conciergeries, je pense, très dépendants aux OTA. Les OTA prennent une commission qui est quand même très élevée. Euh, le service qui rentre, bien sûr, est aussi irremplaçable, mais une des façons d'augmenter sa rentabilité reste de trouver une façon pour faire de la réservation en direct sur une partie de son portefeuille. C'est quand même des gains supplémentaires avec peu de coûts en face. Donc voilà, je pense que ça fait vraiment aussi partie de cette équation. Merci François. Euh, Moi, je vais rebondir sur un petit peu ce que tu as dit parce que l'objectif, c'est vraiment le message clé de cette première question. C'est la question, c'est pas combien je gagne, c'est combien je garde. Quelle est la différence à la fin et qu'est-ce qui me reste avec tous les coûts. Et puis, quand je vois dans les commentaires le nombre de biens que vous avez, alors pour certains qui sont assez élevés quand même, sur les secteurs également, évidemment, ce que dit François et ce que dit Marie, on essaie d'être très global et national, mais évidemment que ça dépend de votre marché, ça dépend de votre secteur, de votre fonctionnement également. Est-ce que vous prenez des commissions? Est-ce que vous êtes au coût fixe? Est-ce que vous avez la carte G, pas la carte G? Ça demande beaucoup de, comment dire, de subtilité et d'analyse par rapport à comment vous allez vous appliquer les conseils que vont donner François et Marie. Je reviens sur le churn. Par contre, il y a quelque chose qui est valable, c'est que ça coûte moins cher de fidéliser que d'aller chercher. Et ça, c'est une évidence. Et donc, il y a des solutions concrètes aussi qui vous permettent de continuer, de fidéliser, de faire évidemment plus de qualité que de quantité, ça c'est une évidence. Mais la question, c'est comment on va appliquer ces solutions concrètes, notamment sur le RevPAR. Comment augmenter le RevPAR sans grossir le portefeuille? Le premier levier, si on ne rajoute pas une seule propriété. Alors, Marie. Alors, eh ben, un des premiers leviers, pardon, sans rajouter de nouveaux logements dans votre portefeuille, ça va être de mettre en place une tarification dynamique, mais pas de n'importe quelle façon, c'est de se baser sur une demande réelle. On a un célèbre statisticien qui disait que sans données, vous n'êtes qu'une autre personne avec une opinion, et c'est la réalité. Pour venir mettre en place votre tarification dynamique,
On peut pas le faire en faisant ah, aujourd'hui, je pense qu'il faut augmenter, demain, il faudrait peut-être baisser. Non, c'est qu'est-ce qui se passe sur mon marché et de quelle façon je vais devoir ajuster mon tarif pour venir prendre avantage de si on a des augmentations de demande ou si au contraire on a un ralentissement au niveau de la demande sur le marché. Ce qui va être intéressant également quand vous mettez en place une tarification dynamique, c'est pas de venir la réviser qu'une seule fois par mois ou une seule fois par trimestre. C'est de le faire au quotidien comme le font un petit peu enfin comme le font complètement d'ailleurs le secteur de l'aérien ou encore le secteur de l'hôtellerie pour lesquels le revenu management c'est déjà une science qui est appliquée depuis une vingtaine, trentaine, voire quarantaine d'années. On va également souhaiter faire cette optimisation pas uniquement sur l'occupation, même si ce critère occupation reste important, il va quand même falloir viser des taux d'occupation qui seront au moins équivalents, voire supérieurs à ceux du marché, mais faire un suivi d'autres indicateurs. Et comme je vous expliquais précédemment, et comme je vais l'expliquer encore parce que j'adore cet indicateur, il va falloir optimiser votre RevPAR. Comme le RevPAR, il prend en compte à la fois ce taux d'occupation, mais également ce prix moyen. Si vous faites un suivi uniquement de votre RevPAR, de l'évolution de cette rentabilité par nuitée disponible d'une année sur l'autre, vous allez pouvoir faire un suivi de réellement, est-ce que les actions que j'ai mis en place, elles me permettent de maximiser au mieux ma rentabilité. Si vous ne suivez que l'occupation, vous perdez une partie finalement de l'image qui est nécessaire pour faire un suivi qui soit réellement intéressant. Donc faites ce suivi par rapport à votre propre portefeuille si vous ne rajoutez pas de nouveaux biens. Faites également ce suivi par rapport au marché. Parce que si je regarde qu'un seul des deux indicateurs, si je regarde que mon prix moyen, par exemple, je vais faire un exemple calcul complet et simple. J'ai un prix moyen de 150 euros. Si je regarde mon marché et que je vois sur le marché, ils ont un prix moyen de 120 euros. Si je regarde que cette donnée-là, je me dis, bah, c'est génial, je fais beaucoup mieux le travail que les autres. Ok, là, on n'a qu'une partie de l'information. Si maintenant je compare mon taux d'occupation, admettons, moi j'ai 50% de taux d'occupation avec donc mon prix moyen à 150 euros. Si je multiplie prix moyen par taux d'occupation, mes 150 euros par mon 50% de taux d'occupation, j'arrive à un RevPAR, une rentabilité par nuitée disponible de 75. Sur mon marché, admettons, ils ont 120 euros de prix moyen. Mais ils ont un taux d'occupation qui va être de 80%. Si je multiplie mon prix moyen 120 euros par mon taux d'occupation 80%, j'arrive à une rentabilité par unité disponible de 96 euros. Donc finalement, ils ont un prix moyen légèrement inférieur au mien, mais grâce à un meilleur taux d'occupation par nuitée disponible sur les 30 jours disponibles sur un mois concret, eux, ils vont générer 96 euros par nuitée, là où moi, j'en aurais généré que 75. Donc c'est important de faire un suivi plus du RevPAR que juste prix moyen ou juste taux d'occupation. Et de façon générale, la mise en place d'une tarification dynamique et d'un suivi correct, ça vous amènera d'une année sur l'autre si vous passez par exemple d'une gestion tarifaire fixe à une gestion tarifaire dynamique. En moyenne, on peut avoir des gains allant jusqu'à plus 40% si réellement vous aviez une tarification complètement statique. De façon générale, on est plus aux alentours de plus 15, plus 25% en tout cas sur la première année. Après, comme vous rentrez en concurrence avec une stratégie déjà bien rodée, vous aurez des croissances qui seront similaires au type de croissance qu'on va observer sur votre marché. Donc ça vous fait quand même, en termes de revenus concrets, selon la taille de votre portefeuille, une augmentation considérable de votre rentabilité. Alors moi, je vais rebondir juste sur ce que tu as dit, Marie, parce qu'en effet, le yield management et le price dynamique, donc tu as donné tous les atouts, mais alors, il y a des gens qui peuvent se poser des questions. Pourquoi ne pas utiliser directement le price dynamique que proposent les plateformes comme Airbnb? J'aime beaucoup cette question et merci de l'avoir posée. L'intérêt d'utiliser des solutions tels que Price Labs ou autres, qui sont des solutions externes, c'est qu'on a cet aspect où nous, on va souhaiter, où le logiciel va souhaiter optimiser vos revenus à vous selon les critères que vous allez indiquer. Sur les plateformes, on va avoir des outils de tarification dynamique.
Le but des plateformes, c'est d'augmenter la marge ou les revenus des plateformes. Donc, eux, peu importe à combien vous louez, tant que vous louez, c'est ce qui va leur permettre de générer cette commission et donc de générer leurs revenus. Vous n'avez pas forcément autant de contrôle et il n'y a pas beaucoup de transparence sur sur finalement les facteurs qui sont pris en compte pour venir dynamiser vos tarifs. Tandis que sur des outils, que ce soit PriceLabs ou autres, vous avez la main, vous avez l'information, il y a une totale transparence sur tout ce qui va être pris en compte. Pourquoi est-ce qu'on augmente les tarifs sur telle date ou pourquoi on va venir les abaisser sur d'autres dates. Donc, je pense que ça répond à la question. Oui, merci Et, Marie. et peut-être, oui, si je peux rebondir là-dessus, pour ceux qui ont utilisé les algorithmes des plateformes, bon, c'est vrai que ça arrive régulièrement qu'on vous propose de baisser vos prix de 30 ou 40%. Donc voilà, si jamais ça vous conseille ça, mon conseil, ne le faites pas et allez parler à Marie. Euh, et juste pour rebondir aussi rapidement sur sur le RevPAR, un outil qui est aussi très intéressant à utiliser, c'est vraiment tout ce qui est lié aux promotions sur les différents canaux. Donc, idéalement, via votre PMS ou directement via les OTM, mais c'est beaucoup plus simple quand même à gérer de manière centralisée. Ne pas hésiter à utiliser tous les outils que les OTM vous donnent en termes de merchandising. C'est des outils qui sont très importants. Il vaut mieux souvent être 10% plus cher sur un OTA et mettre une promotion de 10 ou 15% par exemple via le Genius que l'inverse. Pareil sur tout ce qui est nouveau listing, etc. Quand vous avez un nouveau listing, si vous voulez commencer euh, à augmenter son RevPAR, il faut d'abord commencer à réfléchir à augmenter la qualité, à avoir des bons premiers reviews, etc. Donc c'est aussi une autre façon d'augmenter ce RevPAR. C'est déjà bien lancer les biens en étant très compétitif, mettre pas mal de promos, et ensuite se concentrer sur vraiment optimiser le prix uniquement dans un second temps. Et enfin, comme je l'ai dit, voilà, plus vous aurez de qualité, plus vous aurez de de revpar élevé. Et donc, si vous augmentez pas votre portefeuille, c'est vraiment l'occasion de se concentrer sur les biens que vous avez déjà, peut-être d'enlever ce qui vous coûte du temps et de l'argent, et vraiment se concentrer sur augmenter ce revpar par bien. Il y a également d'autres façons d'augmenter le revpar un peu indirectement. C'est pas vraiment du revpar, mais bon, si vous arrivez à faire des upsells, si vous augmentez votre commission sur un bien, par exemple, vous avez augmenté pas le revpar du bien, mais votre rêve par rentabilité, entre guillemets. Donc voilà, un autre point sur lequel je voulais rebondir. Toujours voir d'avoir bien le taux de commission adapté au type de logement. Moi, ce que je vous conseille, c'est presque d'avoir des taux de commission dynamiques. Si vous avez des biens à 500 euros la nuit, ça va peut-être être difficile d'aller chercher 25-30% de commission. Encore, ça dépend. Mais si vous avez des studios qui sont disponibles uniquement une partie de l'année, ça vaut sans doute pas le coup de les prendre, par exemple, à 15%. Donc, bien penser à ça également. Oui, et puis d'autant plus une partie de l'année ou toute l'année, ça dépend. C'est pareil, quels sont le nombre de déplacements que je vais devoir effectuer dans ce studio, cet hébergement qui finalement me demande autant de déplacements que dans un autre logement qui est peut-être de meilleure qualité, avec plus de capacité et donc forcément plus de rentabilité. Euh, Marie, moi j'ai une question. Pourquoi les hôtels ils gagnent plus pendant les événements que nous? Alors, je sais pas s'il gagne forcément plus, mais c'est vrai que cette notion de tarification dynamique mise en place d'une stratégie de revenu management, de façon générale, c'est quelque chose qui est mis en place depuis beaucoup plus d'années. Donc, ils ont un petit peu cette méthodologie sur comment gérer les événements, comment gérer les périodes de forte demande un petit peu plus rodée. De façon générale, en tout cas, moi à l'époque, quand j'étais revenu manager pour des hôtels, chaque année, on faisait une recherche sur tous les événements qui allaient avoir lieu sur le territoire et on savait plus ou moins quel type d'événement allait impacter quel type d'hébergement. Sur la location de courte durée, c'est un petit peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on tend à avoir des biens qui vont être éparpillés sur un territoire, tandis qu'en hôtel, on a tous les biens au même endroit et puis c'est des chambres standards, on en a 10 donc on sait, on peut venir, si on s'est loupé sur une, on peut, on peut compenser entre guillemets avec la location des autres.
Pour la location de courte durée, encore une fois, comme je disais, il va falloir travailler sur cette anticipation des pics de demande. Donc, avoir des données marché à disposition pour savoir quel type d'événements vont impacter quelle partie de notre territoire. Parce que si je prends un exemple de Paris, par exemple, si vous avez un concert à Bercy, ben, en premier lieu, ça va impacter les logements qui vont être aux alentours de Bercy. Et puis après, ça va rayonner sur le reste de la ville. Maintenant, on a certains types de concerts qui vont impacter peut-être plus des logements de petite taille, d'autres types, concerts, congrès, événements sportifs, ce que vous voulez, qui vont plutôt ben, impacter, je sais pas, des villas ou des choses comme ça, parce que c'est des groupes qui vont venir plutôt que des individuels. Toutes ces informations-là, c'est assez complexe si on n'a pas de données, de savoir ben, réellement comment est-ce que je dois gérer tel ou tel type d'événement pour mes logements. Donc, on va passer par cette analyse et ce suivi des données du marché, anticipation des pics de demande, donc longtemps à l'avance pour éviter d'être surpris par un événement. Moi, ce que je vais vous recommander et ce qu'on fait chez PriceLab, c'est qu'on applique un premium sur vos tarifs quand on est longtemps à l'avance. Encore une fois, longtemps à l'avance, cette notion, elle varie en fonction des marchés. Je vais vous recommander aussi de venir jouer sur les durées minimum de séjour. Les durées minimum de séjour, c'est des restrictions, en fait, qui vont nous permettre, comme on a un excès de demande sur certaines dates concrètes, bah, d'essayer de redistribuer un petit peu cet excès de demande avec ces restrictions sur les dates environnantes. Donc, pour essayer bah, de générer des séjours un petit peu plus longs, puisque bah, tant qu'à faire, on sait qu'on a énormément de demandes qu'on va remplir, bah, on va essayer aussi de pousser un petit peu cette demande sur les dates environnantes. Et puis de venir réviser régulièrement vos tarifs parce que longtemps à l'avance, vous allez pouvoir vendre à un certain tarif. Et puis en dernière minute, s'il reste plus beaucoup d'inventaire disponible sur votre marché, ben, vous allez peut-être pouvoir venir pousser vos tarifs. Ou au contraire, ben, si un événement finalement a fait un petit peu un flop et pas exactement ce qu'on s'attendait, ben, en dernière minute, il va falloir que vous soyez réactif pour essayer de combler les dernières nuitées qui vont vous rester sur votre portefeuille. Donc venir vraiment travailler cette optimisation à fond grâce aux données, grâce à des tarifs dynamiques et également en varier vos durées minimum de séjour de façon stratégique pour tirer le meilleur parti en fait de ces pics de demande. Et puis, je vais rebondir, avant de laisser la parole à François là-dessus, c'est que moi qui utilise Price Labs, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'on a une comparaison sur les hébergements hôteliers aussi, et on voit à l'avance leurs tarifs, leur tarification dynamique, donc ça permet aussi de s'appuyer là-dessus. On peut avoir aussi une veille concurrentielle par rapport au type de biens que nous avons et puis à la qualité de biens que nous avons. François, toi, de ton côté, Bah, de mon côté, je pense qu'effectivement, en termes de revenue management, il y a pas grand-chose à dire. Enfin, tout ce qu'a dit Marie. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je veux dire, tout ce qu'a dit Marie est très logique. Plus vous allez faire d'argent sur une nuit, pour le coup, c'est vraiment ça. Il y a aucun coût supplémentaire. Dans l'ensemble, c'est juste mieux. Même quand on regarde en termes de qualité. C'est pas très clair que augmenter les prix à la nuitée ont le moindre impact sur sur la notation. Ça a l'air de l'avoir dans certains cas, de baisser légèrement le champ value dans Airbnb, mais c'est même pas enfin, c'est même pas quelque chose qu'on voit très clairement dans notre portefeuille. Je dirais dans les choses qu'on voit quand même assez clairement en termes d'optimisation, des durées de séjour, il y a vraiment une corrélation entre la durée de séjour et la note moyenne. Plus un séjour est court, plus la note est élevée. Et c'est... justement, c'est la question suivante. C'était par rapport à. Je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Mhm. On a tendance à se dire, voilà, c'est sûr que si j'ai un logement qui est loué une semaine, j'aurai moins de coûts opérationnels. Une villa, par exemple, du samedi au samedi en période estivale. Et donc, c'est forcément un gros gain et une grosse marge. D'accord? Par contre, on sait que pour retrouver cette villa qui est louée à la semaine, pour qu'elle remonte dans les plateformes et dans ces algorithmes, il faut des bonnes notes, il faut que des gens y soient venus. Et puis, en termes de recherche, il faut absolument que la personne cherche 7 jours minimum, par exemple. Alors, ma question, c'est faut-il vraiment accepter tous les séjours courts justement pour optimiser cela?
Bah, François, je te laisse rebondir sur ce que Ouais, tu dis. pardon. Optimiser les logements, améliorer Oui, la donc note. oui, de mon côté, bah, optimiser les durées de séjour, je vais laisser Marie en parler bien sûr sur la partie gain, mais sur la partie opérationnelle, bah, ça va vraiment dépendre de la typologie de biens. J'aurais tendance à dire si vous êtes dans une région où, de manière classique, tout se loue du samedi au samedi, sur l'été, ça reste une solution pour avoir aussi un taux d'occupation élevé, d'éviter des trous. Et je pense que par exemple au ski, ça paraît être aujourd'hui toujours la meilleure manière de faire pendant au moins les vacances scolaires. Donc voilà, s'assurer qu'on a bien un système pour pouvoir parfois définir des durées de séjour minimales selon les moments, c'est vraiment très utile. Après, ça rajoute une surcharge opérationnelle très clairement, mais ça augmente aussi les notes. Donc je pense que d'un point de vue opérationnel, dès qu'on en a la capacité, autoriser les séjours courts est le plus logique. Ça permet vraiment de faire rebondir les biens en termes de notation. Ça permet aussi de les booster dans les OTA parce que du coup, ils sont plus visibles, ils ont des meilleurs taux de conversion. Mais voilà, au coût parfois de sa santé mentale. Donc à regarder à quel point ça vaut le coup d'autoriser une nuit ou deux. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça me paraît très difficile de se dire qu'on va faire que du samedi au samedi et utiliser beaucoup les OTA. Si vous avez vraiment une stratégie directe forte, des gens qui reviennent chaque année aux mêmes semaines, je pense que ça peut très bien marcher. Par contre, si vous dépendez de Booking.com et Airbnb pour vos réservations, je pense qu'aujourd'hui, c'est une stratégie, on voit, qui est en train quand même de perdre en pertinence année après année. Mais je vais laisser Marie peut-être te développer un peu plus sur l'aspect revenu management. Oui, oui, oui. Alors, bah, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, optimiser le remplissage avec l'acceptation des courts séjours, oui, mais en tout cas, si c'est possible déjà en termes opérationnels, il va falloir penser aussi la durée moyenne de séjour qu'on va souhaiter obtenir, qu'elle soit en accord aussi avec notre stratégie de rêve-part. Donc toujours dans cette optique de croissance, pas uniquement en termes de remplissage. On va pouvoir utiliser donc ces durées minimum de séjour et au même titre que la tarification, les durées minimum de séjour, vous pouvez aussi les dynamiser. Quand il vous reste énormément de temps pour venir louer vos biens, vous allez pouvoir être un petit peu plus strict, entre guillemets, sur les durées minimum de séjour que vous appliquez. Puis au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la date butoir, il va vous rester de moins en moins de temps du coup pour venir remplir ces nuitées-là. Et c'est à ce moment-là que je vais vous recommander de venir, si vous pouvez, flexibiliser ces durées minimum de séjour. Quand on est longtemps à l'avance, est-ce qu'on veut vraiment recevoir des séjours d'une nuit qui nous coupent la possibilité de séjours un petit peu plus longs, c'est-à-dire laisser nos samedis ou nos vendredis soirs sur du nuit minimum en sachant que, en règle générale, c'est des unités qui vont se vendre l'une avec l'autre? Ou est-ce qu'on peut maintenir du 2 nuits, 3 nuits minimum longtemps en avance et puis en se disant, quand on arrive à moins de 45 jours, à moins de 30 jours, en fonction du type de marché sur lequel vous êtes, est-ce qu'on peut réduire nos durées minimum de séjour à 2 et si jamais on a besoin, à 1 nuit? Et essayer de faire la même chose sur les trous. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gestionnaires qui veulent remplir les trous d'une nuit et ça me paraît fantastique, merveilleux. Je suis tout à fait d'accord avec cette stratégie-là. Mais attention, de la même façon que sur vos durées minimum de séjour appliquées de façon générale, est-ce que ces trous d'une nuit, vous voulez déjà les remplir à plus de 6 mois? Pas forcément, surtout si vous avez beaucoup de mouvements sur vos calendriers longtemps à l'avance, c'est-à-dire vous avez des réservations qui peuvent s'annuler le lendemain. Ce qui est un trou aujourd'hui pour dans 6 mois n'en sera peut-être plus un dans une semaine. Si vous avez déjà pris ce séjour d'une seule nuit, finalement, vous vous coupez la possibilité de prendre des séjours un petit peu plus longs. Donc, réfléchissez aussi à comment gérer ces courts séjours. Est-ce que ça nous intéresse de les gérer, pardon, tout le temps ou est-ce qu'on ne veut pas les restreindre à une période un petit peu plus dernière minute? C'est sûr que le revenu management, c'est un vrai casse-tête, qu'on ne peut pas appliquer forcément la même règle à tous nos hébergements, même dans sa propre conciergerie, parce que c'est aussi ça, s'adapter au secteur. On parlait tout à l'heure de saisonnalité au ski ou au soleil. On a aussi, je vois pas mal dans le chat, des grandes villes, hein, Lyon, Bordeaux, mais on a aussi, pour la plupart des villes de France, ce sont des villes médianes, qui sont un mix entre travailleurs et puis vacanciers, et qui n'ont pas forcément de saison phare
quand bien même l'été est quand même une saison importante un peu partout en France. Euh, Je voulais juste Optimiser. ajouter quelque chose, Mathieu, Oui, si je peux me vas-y. permettre, parce que j'ai appris la semaine dernière qu'il y a une nouvelle fonctionnalité assez intéressante qui arrive sur l'intégration Airbnb. Mais on va bientôt avoir la possibilité d'avoir des conditions d'annulation par période. Donc quelque chose qui va vraiment un peu changer le jeu sur tout ce qui est événements et haute saison. On va enfin pouvoir dire que quand il y a un nouveau concert de Taylor Swift, espérons qu'elle revienne bientôt en Europe, les gens ne pourront plus annuler. On va pouvoir voilà, bloquer des dates bien en avance, éviter les annulations pour le ski en décembre, ou ce genre de choses pendant les vacances scolaires. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça, ça arrive très bientôt. Et C'est ça, top. je peux rajouter, pardon, hein, je rebondis sur la partie hôtelière. Ça, c'est quelque chose que les hôtels faisaient déjà ou font déjà depuis très longtemps, c'est de changer leurs conditions d'annulation en fonction de la période de l'année. Donc, on rajoute hop, un levier supplémentaire pour la location de courte durée, ce qui est génial. Ça, c'est Ouais. super, c'est sûr. Comment ne pas perdre ses gains en coût? François, comment on évite que ces gains disparaissent en embauche? Donc je pense que oui, quand on a, dans ce cas-là, c'est quand on a un peu plus de volume, qu'on augmente, etc. Bah rapidement, on va se retrouver sous l'eau si on n'applique pas les choses dans le bon ordre. Donc la première chose, je dirais, c'est optimiser. Il faut laisser entrer en priorité que des biens déjà rentables. Laisser rentrer un studio dans un appartement enfin, qui est déjà en mauvais état, ou laisser rentrer une maison difficile à trouver avec des problèmes de plomberie, bah déjà, ce genre de biens, il faut les filtrer. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une checklist qualité ou un process d'évaluation à l'entrée. Tous les biens qui entrent doivent déjà être bon, je dirais pas décent, mais je dirais décent pour de la location saisonnière. Donc ça veut dire bien fait, simple à trouver, avec un check-in simple, etc. Si jamais déjà le bien entre, et le cas typique, on est à Paris, on va devoir mettre la clé dans un dépôt, par exemple, et le dépôt est à 25 minutes à pied. Ce bien-là, de toute façon, il est perdu déjà, on peut déjà le prédire à la signature, ça ne marchera pas. De même, un propriétaire qui est déjà extrêmement compliqué avant la signature, on n'arrive pas à savoir s'il va vraiment ouvrir des dates, les ouvrir, etc. Bah, si on les laisse entrer, déjà on perd de la rentabilité, on sait déjà que ça sert à rien. Ensuite, il faut toujours automatiser avant d'embaucher. On est en France, le travail coûte très très cher. On le sait tous, c'est très compliqué de gérer des employés, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Bien sûr, et je suis le premier à vouloir avoir la meilleure équipe possible, mais avoir la meilleure équipe possible, c'est pas avoir l'équipe la plus grande possible. Il faut vraiment d'abord utiliser plutôt des systèmes plutôt qu'utiliser des gens. C'est beaucoup plus simple de payer moins son PMS parce qu'on baisse de 30 à 20 propriétés en basse saison que de licencier quelqu'un, par exemple, ou bien que d'avoir des salariés qui travaillent sur des contrats variables, des choses comme ça. Donc, automatiser avant d'embaucher. Et enfin, il faut quand même embaucher. Si jamais vous avez 120 biens, vous êtes deux, vous êtes au bout du rouleau, vous n'allez pas être pertinent pour continuer la croissance de votre portefeuille, vous n'allez pas réussir à maintenir la qualité. Donc, il faut quand même embaucher au bon moment. Le bon moment, c'est quand même pas mal avant de craquer et surtout un peu de manière prédictive. Bien comprendre que si on est déjà un peu sous l'eau en janvier-février, ben, pendant la haute saison, ça risque d'être pire. Enfin, selon bien sûr l'endroit où vous êtes. Donc, embaucher à temps. Ne pas hésiter aussi et ne pas se tromper dans le genre de profil dont vous avez besoin. En France, on a plusieurs options. On a les alternants, les stagiaires, on a la possibilité d'avoir des saisonniers, des freelancers, des gens en CDI. Toujours réfléchir à quelle typologie de personnes on va avoir besoin et pour quel genre de tâches. Ensuite, bah, on l'a dit tout à l'heure, bon, bah, il faut optimiser le RevPAR sur le volume. C'est vraiment la clé, avoir un chiffre d'affaires élevé avec le moins d'opérations possible. Ensuite, en termes d'automatisation, il y a quand même un peu des bases, je pense, qu'il faut toujours avoir. Par exemple, les messages automatiques, je dirais que quand on commence à avoir du volume, c'est quand même clé de pouvoir envoyer ces instructions de check-in. Moi, je dirais que dans l'ensemble, il faut se dire que sur une réservation où tout se passe bien, elle doit être capable de marcher en théorie sans avoir un contact avec la conciergerie. Pas forcément, et bien sûr, vous pouvez répondre au voyageur, lui donner des conseils, etc. Mais dans l'ensemble, que
avoir les informations clés doivent être toujours envoyées de manière automatique et tout ce qui est suivi, récupération de caution, etc. Ça doit pas être vous qui le faites à la main, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, être sûr d'avoir ça, la facturation en automatique également. Par exemple, avec Rental Ready, on va offrir le split de paiement qui fait quand même gagner pas mal de temps, en plus d'être associé à des problématiques de carte G. Mais tout ce qui est facturation enfin, du mois, tout ce qui est suivi, par exemple, de la maintenance, c'est quand même une grosse fuite de rentabilité. C'est aussi toutes les prestations que vous allez faire pour vos propriétaires sans les facturer. Si vous remplacez une ampoule, il faudrait quand même, selon votre contrat et votre modèle, bien sûr, mais si vous faites déplacer quelqu'un et que vous changez l'ampoule, ça a quand même le coût d'une ampoule plus d'un déplacement. Donc, soit vous le prenez vraiment en compte dans votre commission et votre modèle, ou bien vous avez des taux de nuitée suffisamment hauts pour le couvrir, soit il faut s'assurer de vraiment le refacturer. Et la mauvaise refacturation entre le propriétaire et les actions effectuées, c'est quelque chose qui croît vraiment avec le volume. Parce qu'au début, c'est vous qui gérez tous les biens, mais quand vous avez ensuite des employés, eux, ils ont souvent aussi moins d'intérêt à nécessairement tout refacturer au propriétaire, notamment parce que le propriétaire n'aime généralement pas ça, ou bien parce ils oublient, ou il y a plein de raisons qui font que plus ça devient grand en termes de volume, plus c'est compliqué de bien suivre sa refacturation. Donc voilà, sachant que c'est à chaque fois évite quand même d'embaucher quelqu'un à temps plein, que ça soit pour faire de la communication voyageur, de la grande management, etc., on économise quand même souvent entre 40 000 euros minimum par an ou plus. Donc chaque gain d'automatisation permet de gagner en efficacité. Moi, j'ai l'exemple d'un property manager qui travaille avec nous. Il est tout seul sur place et il gère 200 logements. Donc, il a quelques personnes qui travaillent avec lui un peu en support à l'étranger, en mode communication voyageur, mais il a littéralement personne sur place. Donc, ce modèle peut marcher. Et en termes de rentabilité, bah, c'est énorme. Il coordonne ses agences de ménage, il a son portefeuille de biens, et la difficulté pour lui, ça a été plus de grandir, mais une fois qu'il réussit à grandir, les biens rapportent énormément d'argent. Donc, ça existe, ce genre de property manager. Voilà, de mon point de vue, c'est les points principaux. Je vais peut-être repasser à Marie ou Mathieu. Je vais enchaîner sur une autre question, peut-être, parce que tu as été quand même assez complet. Quand on parle de biens décents, voilà, il y a un classement qui existe qui s'appelle Atout France, nous permet de classer des logements comme on classe des hôtels, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, également des campings. L'objectif de ce classement, il est divers. Le premier, c'est que vous participez à l'attractivité de votre territoire, qu'il y a une reconnaissance nationale, que un 3 étoiles en fait minimum, bah, déjà dans le classement, il y a des grilles que vous pouvez trouver sur Internet, ça permet d'avoir justement un logement qui est complet et qui est décent. Au-delà, après, de votre appréciation sur l'aspect du logement, est-ce qu'il est coup de cœur, pas coup de cœur, et en fonction de ce que vous recherchez. Et moi, je vous invite aussi à le faire parce que c'est aussi une participation à la taxe foncière. Plus le logement est élevé en classement, plus elle est élevée. Alors, vous allez me dire, oui, ça fait moins de rentabilité pour le propriétaire, etc. Moi, je pense aussi qu'il faut penser à l'avenir. Et là, je vais parler au nom du syndicat. Je pense qu'avec tout ce qui se fait, les restrictions, le combat hôtelier contre les logements touristiques, je pense que de classer les biens, c'est un gage de qualité, c'est un gage de professionnalisme. C'est valable 5 ans et ça permet aussi, je pense, à mon humble avis, de protéger le propriétaire dans le temps, quel que soit, ce sera plus difficile, je pense, de faire sauter un logement qui est classé déjà 4 étoiles et qui a un numéro d'identification clair et qui a le droit de le faire par rapport à un logement qui est insalubre ou qui est sauvage ou qui est à moitié bien fait. Euh, sur les commissions, Est-ce que je peux juste ajouter un petit commentaire sur le classement, Mathieu? vas-y. Parce que je pense que pour ceux d'entre vous qui sont dans les grandes villes, faire classer ses biens, ça a aussi un énorme avantage sur la taxe de séjour. Notamment dans des villes comme Paris ou Lyon, où la taxe de séjour représente souvent 5% de la nuitée par personne. Quand vous êtes classé, la taxe de séjour devient fixe. Et donc avec un ADR haut, euh, même à partir de 50 euros la nuit, la formule fixe est déjà plus intéressante que la formule pourcentage. Parce que vous êtes presque, enfin, le maximum du pourcentage, c'est le prix des palaces 5 étoiles. Donc, il faut vraiment faire classer les biens dans ces zones au minimum à 1 étoile. Parce que tout ce que vous allez payer en taxe de séjour va être réduit du prix à la nuitée de manière indirecte. Donc, faire classer ces biens, c'est souvent pouvoir gagner quand même 10%, 15% de prix moyen. Oui, alors il y a un autre débat là-dessus sur ceux qui font classer 1 étoile et qui en valent 4 ou 5, parce que ça arrive et je pense que ça changera.
Par contre, voilà, sachez que vous êtes référencé auprès des offices de tourisme, vous êtes classé, vous rentrez dans l'attractivité du territoire et donc vous êtes un allié de vos partenaires publics. Euh, je vais reprendre du terrain. On voudrait reprendre du terrain sur les OTA parce que les OTA, c'est vrai qu'elles prennent beaucoup de commissions et que quand vous avez un voyageur qui passe chez vous et que ça se passe bien avec tous les process que tu as dit et qu'on met en place, hein, optimisé, automatisé, avec des messages euh, qui sont clairs, avec une expérience voyageur qui est optimisée, à la fin, on arrive à fidéliser. Donc voilà, je voudrais te poser la question. Et si Marie peut-être veut commencer par rapport à ça. Les Ouais. commissions, fatalité ou levier, transformer un voyageur qui passe par une OTA en direct et comment le fidéliser. Alors juste, je voudrais commencer en disant les ETA ne sont pas vos ennemis non plus. Ça reste des leviers aussi qui vous permettent de gagner en visibilité. Si votre logement il est présent que sur votre site web, c'est quand même plus compliqué d'avoir des voyageurs qui vont arriver jusqu'à vous. Si vous êtes présent sur plusieurs canaux de réservation, ben, vous maximisez vos chances finalement d'obtenir une réservation. Donc, je voulais juste remettre ça dans le contexte. Les commissions fatalité ou levier, bah, c'est pas forcément une fatalité puisque dans la plupart des cas, pour maintenir votre marge, vous allez utiliser ce qu'on appelle des multiplicateurs de tarifs, des markups, ça dépend un petit peu des noms que vous avez sur le PMS Channel Manager que vous utilisez. Donc, pour être sûr de maintenir bah, votre marge euh, d'être cohérente par rapport à, bah, à vos coûts en termes de business. L'avantage d'avoir créé votre site web ou de faire de la vente en direct, c'est que vous avez plus de liberté de pricing parce que la vente en direct, elle va vous coûter de façon générale moins cher que si vous utilisez bah, différentes OTA. Et ce que vous pouvez faire pour fidéliser vos clients, et je pense que François va rebondir dessus après, c'est lui offrir des avantages à réserver en direct, que ce soit des codes promotionnels si vous avez un client qui a réservé avant sur une OTA et vous souhaitez qu'il revienne, bah, essayez de promouvoir votre site web si vous en avez un. Offrir des avantages, ça peut être un early check-in ou un late check-out, chose que vous allez offrir peut-être de façon payante sur les OTA. Donc, donner cet avantage aux clients à venir réserver en direct. Et puis, ça vous permet aussi bah, ce meilleur contrôle de votre rêve park puisque bah, vous savez quelle est votre marge nette sur une réservation directe. Vous avez en règle générale moins toutes ces promotions, que ce soit le Genius ou autres que vous allez avoir sur les OTA. Mais utilisez les OTA comme un levier supplémentaire pour gagner cette visibilité, gagner certains clients initialement et ensuite essayer de transformer ce client en client direct pour continuer à croître aussi en baissant vos coûts de réservation. Oui, et puis Marie, ce qui est bien aussi, c'est que sur les OTA, en effet, on répond à l'incontournable à Airbnb et Booking de toute façon. Par contre, il est vrai que dans les photos, dans la subtilité de ce qu'on va mettre parfois sur les lits, notre marque, dans les images, dans les textes, on va être Un peu. reconnaissable. Et notre ami, c'est Google. Et quand on cherche sur Google, on peut ressortir de cette manière-là. Et parfois même, quand on a un immeuble avec plusieurs logements, on peut être référencé sur Google My Business avec un lien direct sur un site personnel. Du coup, je te tends la perche, François, parce que ça te concerne. Bah, je pense que de toute façon, c'est bien d'être dessus, oui, sur Google My Business. Après, il y a aussi Google Travel, donc vous pouvez apparaître sur Google dès qu'on tape, par exemple, location saisonnière Nantes. Je pense qu'être sur Google Travel est, je dirais que Google My Business est sans doute plus intéressant pour les propriétaires, pour trouver des propriétaires. Et Google Travel est sans doute plus intéressant pour récupérer de la réservation en direct. Après, ce que je peux dire, moi, sur la réservation en direct, bon, déjà, il faut se fixer un objectif. Si vous en faites pas, je pense que déjà commencer, se dire on va se fixer 5%, c'est bien. Ensuite, comment passer de 5 à 10, de 10 à 20, de 20 à 40. Bon, si vous arrivez à plus, vous commencez à être un peu un gourou de la réservation en direct. Mais bon, pour ceux qui sont en dessous, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire de base. Si vous êtes déjà au-dessus, bah, je préférerais que vous me donniez des astuces sur comment dépasser les 30-40%. Euh,
pour moi, ce qui compte sur la réservation en direct, c'est déjà de se dire, le but, c'est d'augmenter sa rentabilité. Mais il faut pas non plus se dire que chaque euro que je vais gagner en réservation en direct, je le mets dans ma poche. C'est vraiment important de réinvestir une partie de l'argent qu'on fait dans le direct, euh, notamment dans tout ce qui est, je dirais, en premier lieu, communication. Par exemple, avoir un bon CRM sur ses voyageurs, faire en sorte de leur envoyer des emails de temps en temps, un email pour leur anniversaire ou pour l'anniversaire de leur réservation. On peut se dire par exemple que quelqu'un qui a réservé à l'île de Ré une semaine au mois de janvier pour le mois de juillet, ça vaut le coup de lui renvoyer un petit mail 2, 3 semaines avant la date de sa réservation de la dernière fois pour lui proposer des logements. Parce que vous savez qu'il est dans la time où il est en train de réserver, vous savez qu'il est sans doute en train de regarder où est-ce qu'il veut aller. Bah, c'est bien le moment de lui renvoyer un petit quelque chose. Un petit cadeau pour son anniversaire avec un voucher de 10%. Nous, ce qu'on a vu qui marche vachement bien, c'est de faire des campagnes où vous annoncez aux gens que vous allez leur donner une réduction dans 24 heures. Comme ça, ils regardent le premier email, puis après 24 heures après, ils rouvrent le second. Je sais pas pourquoi ça marche bien, mais d'expérience, j'ai vu que les campagnes un peu annoncées fonctionnent mieux que celles qui sont juste effectuées. Ensuite, travailler sur votre marque. Donc, bah, dans vos logements, vous avez la possibilité unique d'interagir avec vos voyageurs, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. Ils vont avoir votre marque, ils vont rencontrer peut-être des gens de chez vous si vous êtes encore des check-in physiques. Donc, bah, c'est l'occasion pour vous d'essayer de faire en sorte qu'ils gardent votre entreprise en mémoire. Ensuite, en termes de site pur, c'est vrai qu'on est en PMS. Moi, j'ai eu la chance de travailler beaucoup sur notre moteur à nous de direct booking. Des choses qui me paraissent vraiment clés aujourd'hui, c'est d'avoir un bon flow de réservation sur mobile. Plus de 30% des réservations, elles sont payées avec Apple Pay, Google Pay, PayPal. Donc, être sûr d'accepter les paiements dans tous ces moyens de paiement, c'est vraiment un moyen simple d'augmenter la conversion. Surtout si jamais le voyageur il commence à devoir faire une demande, vous devez l'accepter, lui envoyer un lien, lui confirmer, etc. Bah là, on est dans un flux qui est, je dirais, qui est pas très agréable. Si jamais vous êtes vraiment très, euh, vous parlez beaucoup avec vos clients, etc. Bien sûr que ça peut marcher, mais pour un nouveau client, c'est quand même pas l'expérience qu'on cherche à lui offrir. Il veut réserver, il veut payer avec Apple Pay, pas avoir à se prendre la tête. De la même façon, si vous faites de la moyenne durée, c'est vraiment clé d'accepter les paiements mensuels sur le direct. Personne va vouloir payer 6 mois cash. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un espace où ils voient bien leur paiement, combien est-ce qu'ils doivent faire de loyer, ils veulent payer le début, payer leur caution et c'est tout. Donc, voilà, bien garder ça en tête. En fait, toutes les optimisations sur le site, bah, plus votre site est bien, plus il va convertir de manière digitale. Après, j'en parle pas, mais il y a toute une partie non digitale qui est aussi importante. Si vous avez des voyageurs qui vous appellent, que vous êtes capable aussi de fidéliser, comme ça, si vous avez des partenariats avec des entreprises de votre région, tout ça, c'est aussi très très clé. Et je pense que pour commencer à approcher, dépasser les 15-20%, c'est pas uniquement votre site qui va vous permettre d'atteindre ces pourcentages. Il va falloir aussi travailler sur toute la partie un peu hors ligne, partenariat en plus, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, si vous arrivez déjà à 10-20% de direct, vous allez quand même augmenter vos revenus de 10-15% sans vrai coût supplémentaire en face. Et donc, pour la rentabilité, ça reste quand même quelque chose d'excellent. T'as le micro coupé, Mathieu. C'est vrai, je m'en rends compte. Merci François. Merci pour ton angle. Oui, alors voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, simplement dans les messages, évidemment, on évite de passer sur les plateformes pour leur dire de passer en direct la prochaine fois. On fait en dehors avec un système d'emailing, avec un système de SMS ou bien de WhatsApp, un contact direct. Moi, j'ai un propriétaire là, qui a relancé, qui est très saisonnier, qui a relancé en janvier pour août pour tous les voyageurs qui sont venus sur les 2 dernières années en leur proposant une remise sur la troisième journée s'ils venaient avec un code spécifique. Donc voilà, je trouve que c'est très, très intelligent de sa part. Et puis, nous, on a aussi tendance à proposer des passages en direct à la fin des prestations, quand ça s'est bien passé, à la fin de l'expérience, soit par SMS, soit par WhatsApp, ou soit par mail, et avec parfois une proposition pour les entreprises avec une remise. Euh, je vais parler des propriétaires.
réduire le turnover des propriétaires. Pourquoi c'est un coût sous-estimé et il faut aussi fidéliser les propriétaires. François, si tu veux reprendre la main dessus. Oui, bien sûr. Donc, on en a discuté tout à l'heure sur les propriétaires. Donc, un propriétaire perdu, c'est plusieurs milliers d'euros de coûts. Euh, Nous, on l'a évalué à environ 17 000 € par propriétaire de coûts réels perdus enfin, de coûts pour la conciergerie. Donc, à chaque propriétaire perdu, ben, on perd souvent presque l'équivalent de un cinquième, disons, d'un employé. À voir après, bien sûr, selon les revenus de votre portefeuille, etc. Mais sur le long terme, ça coûte extrêmement cher. Donc, la clé, c'est de réduire le turnover propriétaire. Alors, bien sûr, ce qui va y participer, c'est tout ce qui est qualité, les revenus qu'il fait, ce genre de choses. De mon point de vue, les petites choses que vous pouvez mettre en place en plus, c'est une transparence. Donc, nous, les propriétaires qui travaillent avec Rental Ready, on sait qu'ils adorent avoir accès à leur portail propriétaire. C'est une manière simple d'augmenter la satisfaction des clients. Ils adorent voir leur calendrier. Ils n'ont pas besoin de se prendre la tête pour ouvrir, fermer des dates. Ils peuvent facilement voir leurs revenus, leurs coûts, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est généralement vraiment apprécié. On a fait plusieurs sondages auprès de propriétaires avec des clients et à chaque fois, ce qui revient en tête, qu'est-ce que vous préférez dans la conciergerie? C'est toujours bah, la transparence via le portail propriétaire, donc vraiment très important. Et enfin, je vous conseille aussi, tout comme je vous ai conseillé tout à l'heure, de faire des emails réguliers à vos clients voyageurs. En plus du portail propriétaire, ça vaut quand même le coup de s'occuper de ces propriétaires, leur faire des emails réguliers, des petits rapports sur combien est-ce qu'ils gagnent par rapport au marché, si vous pouvez leur montrer combien ils gagnent par rapport à d'autres options qu'ils auraient pour leurs biens, bah, toutes ces choses-là sont quand même très intéressantes pour les fidéliser. Après, il y a vraiment un aspect chiffre, il y a vraiment aussi un aspect relationnel. Un propriétaire aime bien avoir un contact dédié, il a besoin de se sentir en confiance, il vous confie quand même un bien qui souvent son seul ou un bien très important pour lui, pour les conciergeries. Pour ceux qui ont des gros investisseurs qui ont des immeubles, c'est un peu différent, mais souvent c'est quand même plutôt des résidences soit secondaires, soit même principales. Donc vraiment un bien auquel ils tiennent et la relation qu'ils vont avoir compte beaucoup. D'ailleurs, ce qu'on voit beaucoup, c'est que le churn est plus petit, plus la conciergerie est petite. C'est vraiment important pour eux, je pense, la relation souvent qu'ils ont avec le gérant de la conciergerie directement, ou bien avec une personne qui est un des cofondateurs, un city manager, peu importe, mais une personne qui est vraiment responsable et un peu fondatrice dans ce qu'elle gère. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit beaucoup de churn, c'est quand on passe à l'échelle suivante et qu'on se retrouve à devoir avoir des account managers, du support, des portfolio managers, ce genre de choses. C'est beaucoup plus compliqué, le churn à partir de ce moment-là parce que la relation propriétaire se fait avec des gens qui ne sont plus vraiment euh, responsables entièrement du bien. Donc voilà, c'est mes petits conseils. Bien être vigilant quand cela vous arrive et que vous commencez à embaucher sur ce genre de poste qui s'occupe de gérer aussi les propriétaires. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais avant. Donc, encore une fois, c'est utiliser le REVPAR comme outil de rétention en montrant au propriétaire, bah voilà, nous, on a généré un revenu par nuitée disponible de temps qui est supérieur au marché de tant de pourcents. Donc, en fait, si vous restez avec nous, vous allez continuer à gagner et à progresser chaque année. Donc, appuyez votre discours pas uniquement sur une partie qui va être sentimentale, entre guillemets, une histoire, etc. Appuyez votre discours aussi sur des chiffres, des données, encore une fois, tangibles et réelles, parce que c'est ce qui va vous permettre d'appuyer votre discours, en fait. Voilà. De toute manière, les chiffres sont la clé, quoi qu'il arrive, que ce soit auprès des propriétaires ou auprès même des services publics, notamment des mairies, des agglomérations, des offices de tourisme, qui pensent que vous êtes à la volée comme ça. Les datas restent la clé de toute négociation, quoi qu'il arrive. L'équation complète, pour terminer, avant les questions-réponses, que se passe-t-il quand on combine tout cela? On parle de quel impact global concrètement, Marie?
Tous les leviers dont on a parlé, que ce soit les leviers opérationnels, des leviers pour faire baisser vos coûts et des leviers pour faire augmenter votre chiffre d'affaires et votre revenu, c'est tous des leviers qui sont tous intrinsèquement liés en fait et qui sont tous complémentaires. Pour Parce que si vous générez plus de revenus mais que derrière, comme l'expliquait François, vos coûts augmentent ou votre gestion des coûts est pas optimale, finalement la rentabilité elle va pas progresser. Donc, faut venir lier toutes ces choses-là entre elles. Et encore une fois, si vous souhaitez augmenter votre revpar, ça va passer par différents leviers que vous allez aussi devoir connecter les uns avec les autres pour être sûr que si je touche par exemple mes tarifs à la hausse, est-ce que je perds pas trop en taux d'occupation et est-ce que ma rentabilité reste intacte? Et là, je vais laisser François compléter pour pas tout dire. Non, de mon côté, je dirais, ouais, quand on combine les deux, ce qui est bien, si on applique toutes ces choses et qu'on arrive à débloquer cette équation, c'est qu'on se retrouve avec un choix. Est-ce que on va croître et on va augmenter la taille de sa conciergerie, son nombre de logements, ou bien est-ce que on va essayer d'être le plus rentable possible, garder cet argent et du coup profiter de sa conciergerie qui est rentable, qui rapporte de l'argent et en vivre le mieux possible. C'est vraiment la clé. Une fois qu'on arrive à débloquer ça, on a ce choix. Euh, Moi, quand je l'ai eu, j'ai toujours fait le choix avec mes associés de grandir et d'augmenter en taille. Et j'en vois aussi beaucoup qui ont fait le choix de gagner plus d'argent de garder une taille stable. Les deux choix sont tout à fait respectables, mais c'est vraiment important d'arriver à ce point et de se dire, bon, maintenant, je suis rentable, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me rends moins rentable en étendant mon portefeuille, en acquérant de nouvelles villes, en ouvrant la vanne du nombre de propriétés, ou bien est-ce que je vis de ma conciergerie et j'essaye de profiter aussi du temps que j'arrive à avoir maintenant que j'ai aussi résolu mes problèmes opérationnels. Merci François, merci Marie. Pour concrétiser, là on a parlé beaucoup, il y a encore plein de sujets à aborder, mais le temps passe. Avant de passer aux questions-réponses, simplement j'aimerais conclure aussi. Nous on a fait des tableaux sur tous nos logements en fait, qui nous permettent de savoir voilà, quels sont nos coûts fixes, quelles sont nos variables, la masse salariale aussi quand elle est impactée sur le nombre de logements, et puis le temps. Le temps, on a souvent tendance à sous-estimer le temps, et le temps, c'est un stock, il ne se rattrapera jamais, et quand on le donne à quelqu'un, on vaut quelque chose. Et le temps donné gratuitement n'a pas de valeur, et c'est là où on s'épuise, c'est là où parfois le choix des propriétaires est très important aussi. Quand on prend un logement qui n'est juste un petit peu rentable, sur les coûts qui sont concrets hein, pour nous. Et si on ajoute à ça le temps qu'on y passe, parfois il vaut mieux s'en séparer pour aller chercher des logements qui en valent plus la peine. Alors, merci à vous deux pour ces échanges. On a 10 minutes à consacrer aux questions-réponses, savoir si vous en avez dans le chat. Le temps que ça pose des questions-réponses, justement, je rebondis sur ce que tu disais pour voir la rentabilité, entre guillemets, d'un propriétaire. Est-ce que c'est rentable pour nous de maintenir cette propriété ou ce propriétaire? Si on prend l'exemple d'un propriétaire qui nous bloque à la montagne les vacances de février, est-ce que réellement le fait d'avoir ce bien dans notre portefeuille, si on nous bloque les périodes de plus forte demande sur lesquelles là on peut venir générer du revenu, est-ce que ça justifie est-ce que ça justifierait pas le fait de sortir éventuellement cette propriété de notre portefeuille si on voit que le revenu qu'on peut générer sur le reste des dates disponibles finalement couvre à peine le coût des outils parce que c'est aussi un investissement d'utiliser des outils donc il faut que la propriété que vous ayez elle puisse générer le revenu suffisant pour vous gagner encore une fois de l'argent. Et vous pouvez faire cette analyse. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter par exemple une dizaine de studios dans mon portefeuille ou est-ce que c'est pas mieux de rajouter que un ou deux logements d'une autre catégorie? Donc faire cette analyse aussi de rentabilité par typologie, par territoire si vous êtes sur plusieurs territoires. J'en profite pour rajouter, je le glisse là. Dans PriceApp, vous avez la capacité de venir filtrer votre portefeuille et de venir conduire ce type d'analyse-là, soit bien par bien, soit par typologie de bien, soit par territoire, soit par groupe, pour vraiment venir déterminer qui est-ce qu'on a besoin de garder dans notre portefeuille et éventuellement si on a des logements
qu'on va laisser partir de notre portefeuille. La question, c'est justement, tu parles du portefeuille, parce que là, on parle de gros portefeuille, de maintenir. Souvent, on a tendance à se dire, oui, plus tard, je mettrai des process en place, plus tard, je verrai. Et c'est là où on s'épuise et on perd en qualité. Et donc, moi, j'ai souvent tendance à dire, pensez comme si vous aviez déjà 100 biens quand vous commencez, ou quand vous en avez 100, pensez comme si vous en aviez 500. Parce que tout changer après un certain moment, ça vous prendra énormément de temps et vous Ouais. allez forcément perdre en qualité. Et comme tu Mhm. disais justement, François, avant d'embaucher, il faut structurer, processer, automatiser. Donc, est-ce que c'est applicable tout ce qu'on dit sur les petits portefeuilles quand on commence, voilà, avec que quelques biens, justement? Ah, ouais, moi, je dirais que sur les petits portefeuilles, il faut automatiser, mais il faut automatiser quand même de manière intelligente, dans le sens où il y a des fonctionnalités qui sont parfois trop complexes ou inutiles à avoir sur un portefeuille de 10 et qui commencent à avoir du sens sur un portefeuille de 50, 200, 250. Donc, faut être quand même conscient de ça, avoir un gros CRM, par exemple. Enregistrer tous les calls qu'on a avec ses propriétaires pour évaluer la qualité de ces agents, ça a aucun intérêt quand on est 15, quoi. Après, peut-être avoir un petit outil qui enregistre quand même les conversations pour s'en souvenir, ça peut être bien, mais il y a quand même pas mal d'outils qui commencent à faire sens quand on commence à vraiment mettre les choses à l'échelle. Par contre, voilà, avoir, je dirais, un bon PMS, un espace propriétaire, un bon site de direct booking, c'est des choses qui n'attendent pas. On peut le commencer, on peut le faire dès le début. Et ensuite, bah, s'assurer toujours d'être, comme Mathieu l'a dit, en avance. Après, quand on en a 10, ça sert à rien de penser à quand on en aura 1000. Mais effectivement, penser à quand on en aura 25-30, c'est très bien. Quand on en a 25-30, penser quand on en aura 60-70. Toujours penser à l'étape suivante. Après, pensez à l'étape qui arrive dans x2, x3. Si vous savez de toute façon pas encore comment y parvenir non plus, et même pas si vous souhaitez y parvenir, ça n'a pas forcément, voilà, ça a pas forcément d'intérêt. Il y a Je vois une qu'on a question une de première question. Ouais. Dominique, oui. Dominique, question, quid des services annexes pour maximiser l'expérience client? Alors moi, je peux y répondre. Les services annexes, alors peut-être je n'ai pas de data par rapport à vous au niveau national avec Rentral Ready par rapport à ça, mais les services annexes, quoi qu'il arrive, je vais faire une comparaison. Lorsque vous allez dans un hôtel qui propose un service avec un spa, et vous avez un autre, alors vous êtes sur Booking, vous avez deux hôtels, un qui propose un service avec un spa à 105 euros la nuit et un autre, 105 euros la nuit, c'est vraiment pour, voilà, pour vous montrer le schéma, et un autre qui propose la même chambre, 5 étoiles dans un autre hôtel à 100 euros la nuit. Ce ne sont que des images. Les gens vont aller là où il y a le spa naturellement. Première question, est-ce qu'à votre avis, 100% des personnes vont consommer le spa à ce moment-là? La réponse est non. Pas du Et tout. non. Moi, si je fais le parallèle, je gérais une salle de fitness à l'époque. On avait sauna, hammam, jacuzzi. Tous les gens venaient en principe, principalement y signer pour les services supplémentaires. Et en fait, il n'y a que 10% des gens qui le consomment. Le service plus, le service annexe peut maximiser l'expérience. Alors, je dirais le nombre de réservations, moi, optimiser justement le fait que on propose des choses. On pourrait avoir peut-être les datas de ton côté. Je ne sais pas si tu les as, François, sur les logements qui proposent des petits déjeuners en service annexe et sur l'expérience client elle-même, évidemment, qui sont satisfaits si ça se passe bien. Alors, les datas, je les ai pas en tête, mais je pense qu'effectivement, tu touches quand même quelque chose. Il y a plusieurs choses quand on parle des services annexes. Si on parle de mettre un spa dans son bien, là, on change vraiment l'équation sur le RevPAR. Si on parle d'offrir des transferts de l'aéroport au bien et les vendre en upsell, on parle encore d'autre chose. Si on parle de vendre, par exemple, des tickets pour la Tour Eiffel quand on est à Paris, on parle encore de quelque chose de différent. Ce que je dirais, c'est que les services qui sont vraiment très intrinsèques à la propriété, un spa, offrir le petit déjeuner, offrir du ménage supplémentaire, un accueil plus tôt, un accueil plus tard, tous Ouais, ces c'est services ça, qu'on peut... l'early check-in, late C'est ça. check-out sur des destinations au ski, ça peut rajouter un jour de ski en fait. C'est Donc, ça. ça Et aussi, ça a une vraie valeur, ça rapporte aussi de l'argent quand on les vend. Et je pense que ces services-là, c'est vraiment les services clés. Maintenant, se dire que en vendant des tickets pour les activités, en faisant un sponsoring Deliveroo pour faire livrer de la nourriture ou en organisant les transferts d'aéroport, c'est très difficile
quand même de faire vraiment de l'argent. On peut réussir à avoir des gains supplémentaires qui sont bien, mais j'ai pas vu beaucoup de conciergerie, sauf dans les endroits un peu particuliers où ça va vraiment avoir une distinction. Alors bien sûr, si vous êtes au ski, avoir le partenariat pour louer des skis, c'est quand même bien. Ça Mais dépend, est-ce que fond... Ouais, vous pardon. avez des logements avec des love rooms qui peuvent avoir des services qui sont proposés, qui sont intéressants. Vous avez proposé des massages bio, vous proposez des packs roses avec le pack complet, ça a forcément plus d'impact. Oui. Et l'expérience voyageur est bonne aussi. Après, oui, attention au régime du para-hôtellerie. Ça, c'est aussi, ce sont aussi des réglementations subtiles, un peu comme la carte G, qui sont des grands débats. Parce que quand on voit que Airbnb propose des services chez vous dans un logement qu'ils ne maîtrisent pas, alors qu'ils sont simplement un site d'intermédiation, ça porte aussi parfois à confusion sur le fait que une personne tierce rentre dans un logement que vous accompagnez ou que vous gérez. Donc, c'est toujours assez complexe. Moi, je pars du principe sur la question principale, quel service annexe pour maximiser l'expérience, quid des services annexes pour maximiser l'expérience client? Quoi qu'il arrive, ça maximisera l'expérience client. Ça, c'est sûr. Vous proposez des services. Après, est-ce que vous êtes capable de la répéter dans le temps avec le volume? C'est la première question qu'il faut vous poser. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas exploser en vol hein, par rapport à ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Euh, Automatisation, ça c'est bon. Convaincre les propriétaires avec les chiffres, ça on l'a vu. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ce, sur ce webinaire? Je crois qu'on a été super clair en fait. Pas de Je sais pas. questions. Et super lent. Il est midi et demi déjà. Je vais juste conclure. La rentabilité ne vient pas de plus, elle vient de mieux. Mieux pricé, mieux organisé, mieux piloté. Et puis notre slogan, nous chez Primo, parce qu'on est quand même là, je suis quand même là aussi avec Primo, c'est louer mieux, louer plus. Et forcer que si on fait de la qualité, vous ferez du plus de par le bouche à oreille de vos propriétaires à propriétaires, de par votre réputation. Et puis dans les grandes villes, parfois on peut jouer sur les volumes, mais dans les villes médianes, euh, comme la plupart des villes en France, hein, le bouche à oreille positif met du temps, le bouche à oreille négatif va très très vite. Donc il faut faire du bon travail avec tout le monde. Et forcément, après, on rentre dans un cercle vertueux et non plus vicieux. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre participation. Merci à tous d'être venus. On était pas mal de participants, un peu plus de 60. Ouais, Merci Marie, merci François, merci merci à Mathieu. Laura pour l'organisation du webinaire et puis à Romain également. Merci À Mathieu et Marie. À tous. Et merci tout le monde pour votre participation. Et bonne journée et Bonne bon journée. appétit. Et week-end, parce qu'on est Et week-end vendredi. aussi. Merci à Super. vous. Je vais finaliser le webinaire. Merci à tous. Il y en aura d'autres, hein. Pensez à vous inscrire au SPLM si vous ne l'avez pas fait, parce que dans tous les cas, ce n'est que positif. Exactement.